téléphone 2 mois après avoir oublié ce texte-là chez le directeur de la presse. Tu parles de ce numéro-là qui est l'ancêtre du Perspective. Ben, c'est l'ancêtre du Perspective, pas tout à fait, on ne peut pas dire ça. Mais ça, c'est le magazine illustré qu'il y avait dans la presse à tous les samedis. Tu me passes? Perspective est devenu une branche de cet illustré parce que Perspective se vendait à la presse, au Soleil, à 4-5 journaux. C'était effrayant le feedback que tu avais de ces articles. Te souviens-tu du tirage? Non. Quelques centaines de milliers, hein? Sans doute oui. au moins 150 000, 200 000. Hein? La presse elle-même tirait 200 000-300 000. 200 000, oui, 200 000 le samedi. Le Soleil, le journal d'Ottawa, le journal de... Oui, puis le Perspective se retrouvait... Oui, mais ça, je vais le montrer à l'écran sans rien dire de plus. Le magazine de la presse, ça ressemblait à ça. Et celui-ci, samedi le 17 août 1965. 65, 68? 68, pardon, 68. Un Québécois a passé une semaine chez les guérilleros du Guatemala et 2 filles soleil dans le Montréal farfelu. Si tu permets, on va aller voir ça. C'est quoi le Montréal farfelu? On se faisait le costume des gens. Et le nouveau directeur a aimé le texte que j'avais fait grâce au voyage de M. Sausset, je pense. Regarde, le Cache-cache à gogo, c'est un texte de Pierre Léger. Pierrot Léger? Pierrot Léger. C'est un texte de Pierrot Léger. Oui, il devait écrire comme pour eux autres, de temps en temps. Quand l'ouragan déferle sur la ville avec 2 demoiselles swing, une nouvelle poésie populaire. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, par exemple, le texte. Non. Là, on voit une photo. Ici, tenez, je vais vous la montrer à l'écran. C'est trop amusant. On voit ici une photo de ces 2 demoiselles à gogo. Et là, on voit la photo d'Ho Chi Minh, le libérateur vietnamien, hein? Le grand général vietnamien Ho Chi Minh. Et à côté, qui on retrouve René Lévesque. René Lévesque. Qu'est-ce qu'il fait là, René Lévesque est aux côtés d'Ho Chi Minh. Et on est en 68, le Parti québécois. C'est parce que on ne peut pas nous entendre, Georges. Non. Mais non. C'est pour l'écran, si tu veux qu'on nous entende. C'est assez... les fumées qui font voyager les sens. Les quoi? Les fumées qui vont voyager les sens. Alors, je vais vous lire un petit passage ici. Tu permets? À peine les 2 sœurs sont-elles entrées à l'inconnu, ça c'est une boutique, qu'une femme d'une 50aine d'années entre à son tour pour acheter une affiche Sarah Bernard. Je l'exposerai au-dessus de mon lit, confie-t-elle au patron de la boîte. Celui-ci distribue jusqu'aux États-Unis des affiches de jeunes artistes québécois qui représentent, outre Guevara et Lévesque, Ho Chi Minh et Pierre-Éliott Trudeau, Bonnie and Clyde, et une grande quantité d'abstractions. Un show rue Saint-Laurent près d'Orchester, oui, la Maine elle-même, possède sa boutique, le temps de constater que le Grand National, cette ancienne salle de danse à gogo, abritera le Lighthouse Carnaval de Julius Cook, Londres, Paris, Montréal, s'il vous plaît, dont l'un des Rolling Stones est, paraît-il, un client assidu. Quelle place, ça? Regarde ça. Et si on abolissait l'argent, une expérience originale dans un quartier de Londres, le libraire donne ses livres à qui les veut. Ça, c'est Ça pas... tombe bien. On s'approche du moment où on va faire ça, Georges, tu le sais, ouais. hein? Alors, je montre ça. Ouais. C'est qui les auteurs de ces articles-là? On va te dire, celui-là, c'est qui a écrit ça? Chacun peut bouquiner à loisir. Le libraire Driffield à la devanture de sa boutique. Et là... Ouais, ben, il y a 18 ans. On peut comprendre qu'à 18 ans, on a envie de donner ses livres. Alors, qui a écrit l'article? C'est intéressant. Des fois, c'est à la fin, des fois, c'est au début. Des fois, ça se perd en bas d'une photo. Qui a écrit l'article?
Alors, je vous montre encore les photos, si on peut les voir un peu. Des clients qui écument la boutique de ce libraire de Londres. Ce libraire C'est un libraire de Londres. Libraire de Londres. Alors, Londres, ça soignait dans ce temps-là, hein? Oh, ben, tout se mettait à soigner dans le monde. Il y avait une grosse libération, d'une part sociale, d'une part religieuse, d'une part littéraire, tu sais. Et à ce moment-là, les poètes du Corée Saint-Louis, c'est juste un symbole pour dire que ces poètes-là se sentaient supportés par le mouvement de libération totale dans lequel on vivait à ce moment-là, dans les années 60-70, religieux, social, et les gens se sentaient comme supportés dans leur désir de tout exploiter cette liberté-là, tu sais, sur le plan individuel aussi. As-tu la nostalgie de ces années-là? Je comprends. Qu'est-ce qui te manque le plus? La jeunesse. La jeunesse? Ouais. Mais la jeunesse, aujourd'hui, est-ce que tu la juges différente de la jeunesse des années 60? Non, on découvrait le monde dans les années 60. Dans le Corée Saint-Louis, on avait l'impression d'être au début du monde, tu sais, nouveau. Pas à cause de la drogue, parce que la plupart des journalistes n'en prenaient pas, tu sais. Mais c'est parce que les gens, comme dans la poésie et le nouveau mouvement sur l'art, Vanier, le poète Vanier, imaginait que s'il se branchait avec des électrodes dans le cerveau, il pourrait écrire librement à partir de, comment dire, à partir des instincts créateurs directement liés à l'exploitation de l'inconscient, tu sais. Il croyait que des genres d'électrodes qui pourraient capter les flux de l'inconscient, qui pourraient capter l'imaginaire de l'inconscient. Il aurait juste à dicter, lui, ce qu'il voit, tu sais, dans son inconscient. C'est un peu paresseux comme méthode, quand même. Ben oui, mais c'est pas grave. D'accord. Il aurait branché des appareils sur sa tête et il y a un genre de c'est ce qu'on veut faire de maintenant polygraphe en aurait... 2016 avec les robots, tu sais. Oui. Ben oui, un peu d'avant-garde, mais Claude Gauvreau, c'est ça qu'il pensait aussi dans la libération de, mais de aujourd'hui, ses émotions. Tu as des logiciels sur ordinateur Ouais. que tu peux parler et ça enregistre ton texte. Fait que tu pourrais te coucher dans ton lit puis t'adonner à des associations libres, hein, Ouais. ce qui est un peu la méthode de la psychanalyse, et le logiciel enregistrerait tes commentaires et tu verrais apparaître ton texte à l'écran. Ouais. Mais les automatistes, c'est un peu ça qu'ils faisaient en peinture aussi. Absolument. Il lançait sur la toile de la couleur, il la frottait avec ses mains, il jouait là-dedans pour créer des élans libérateurs par la couleur et la structure du dessin abstrait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves l'époque intéressante ou comment tu l'as Mais dit? là, moi, je suis trop vieux, 83 bientôt. Mais tu conserves quand même une curiosité intellectuelle? Mais pour moi, c'était une des belles époques de ma vie. Oui, bien sûr, bien sûr. À part tous les voyages que j'ai faits au Québec, partout, un peu partout. Je vais revenir sur Perspective. Tu sais, je vais en montrer 3 à l'écran. Perspective, donc, c'était un encart qui était glissé dans le journal Le Quotidien La Presse. Le Soleil. Le Soleil, du samedi, là où il y avait le plus grand tirage. Le dimanche, c'était le dimanche matin. Oui. Et là, on a celui-ci, je vous montre ça à l'écran, la bataille de Saint-Denis, 1837-1838, du 15 novembre 1960. Qu'est-ce qui a fait ça, un historien, je pense? Oui, et on va regarder. Et Georges a écrit un texte dans ce numéro. Jacques Chapdelaine, sculpteur et professeur au Centre culturel de Vaudreuil, l'art pour tous, d'abord s'exprimer. Mais oui, il était professeur, il faisait des bijoux, et puis il vivait en Gaspésie l'été. Il avait une petite boutique, là, puis il vivait, puis il vendait ses bijoux. Et à Il Saint-Agathe, avait vécu aux Indes, hein? Oui, il avait vécu à Pont-des-Chéris. À Pondichéry, chez Robindo et la mère. Oui. Il enseignait la céramique, je pense. À Auroville. Auroville, oui. Alors, ce qu'il dit ici... Ça aussi, ça perçait partout. Ça éclatait à Montréal, ce mouvement-là de Robindo. Il était connu. Ouais, Le shrine de Robindo. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme une espèce de catastrophe. Hein? Ça existe encore.
Ça au Saint-Denis, près de Rochelle. Oui, le centre chez Aurobindo existe encore sur Saint-Denis, Ouais. mais à Auroville même, à Pont-des-Chéris, Auroville existe encore. Peut-être. Oh oui, non, je te le dis. Et il y a il y a plein de scandales financiers, sexuels. La ville devait connaître... Tu ne mélanges pas avec d'autres groupes? Là? Non, je te le dis. À Auroville, c'est devenu une sorte de catastrophe. Oui, le projet a complètement échoué. Il y a des castes. Il y a des gens qui travaillent gratuitement pour d'autres. Il y a des rentiers qui viennent profiter du temps clément du climat de l'Inde. Et tu as des malversations financières, tu as du blanchiment d'argent. C'est devenu une espèce de chose assez... La mère sont mortes depuis très longtemps. Oui. Et il y a peut-être des gens qui ont voulu prendre ça en main. Alors, regarde, justement, il en parle de... Je vais te lire ce qu'il dit sur Pont-des-Chéris. Charles Chapdelaine? Oui. J'avais à ce moment-là un projet, faire le tour du monde. Je désirais surtout m'arrêter en Inde. Je me documentais en particulier sur l'université d'Aurobindo, située à Pont-des-Chéris, sur le golfe du Bengale. Là-bas, on dit l'ashram d'Aurobindo. C'est une communauté formée de disciples et d'un sage. Des gens du monde entier se joignent à cette université afin de trouver un idéal de paix. Bientôt, ce centre comprendra 50 000 habitants et s'appellera Auroville. Mais je n'ai pas fait le tour du monde. J'ai vendu le voilier et j'ai pris le bateau ordinaire pour l'Inde. À Pont-des-Chéris, j'ai découvert l'homme intégral. J'ai vu une communauté qui vivait en harmonie, corps et esprit et spiritualité. Aucune division n'est faite entre ces différents degrés de l'homme. À l'ashram où j'ai vécu 1 an, nous pratiquions les sports chaque jour. Nous travaillions, nous avions des périodes de méditation, le tout avec un esprit dynamique en vue d'embellir la vie en l'approfondissant. J'ai connu une cité idéale. Chaque membre de la communauté cherche à s'épanouir tout en gardant contact avec les autres membres, avec le monde et en participant à l'organisation sociale de la collectivité. Une grande fraternité existe entre les gens de la communauté qui sont venus là pour vivre une vie intense, selon les règles d'une discipline physique et mentale. D'ici peu de temps, je crois, Pont-des-Chéris deviendra la capitale de la paix, de la compréhension entre les différents pays, de l'amitié et de la pensée le plus haute. Il était là dans les bonnes années, lui, comme ça. Ouais, mais regarde ce qu'il dit sur la France. Là. Alors, il a visité... Aurobindo. Après avoir visité Auroville, après avoir été à Pont-des-Chéris, il était là en France, il n'a pas vraiment aimé ça. Jean Chapdelaine? Oui, il dit les Français sont très agressifs. Oh, c'est pas Aurobindo qui est en France. C'est Chapdelaine qui était là à Pont-des-Chéris et après il est allé en France. Ah. Alors les Français sont très agressifs. Ils cherchent toujours à nous mettre en boîte, à nous prendre à défaut surtout. Évidemment, il y a beaucoup de snobisme là-dedans, mais c'est malsain. On dirait qu'en France, ils savent tout, qu'ils n'ont plus d'intérêt à vivre, qu'ils sont épuisés. Je comprends mieux la révolte des étudiants en mai 1968. C'est une lutte contre cette fatigue culturelle. Ah ben, qu'est-ce qu'il devient maintenant, Jacques Chapdelaine? Ben, la dernière fois que j'ai entendu parler, ça fait 4-5 ans. Il venait toujours à Montréal l'hiver, je crois. Il logeait près d'une rue en bas de Sherbrooke, ici, près du parc La Fontaine. Puis je le rencontrais toujours à se promener sur la rue Saint-Denis, tout ça. Mais là, je ne l'ai pas vu depuis 4-5 ans. Est-ce qu'au moment, la dernière Il est fois plus vieux que moi, donc il a passé 80, il est peut-être 90. Est-ce qu'il avait conservé son enthousiasme, sa créativité? Il était très cool, lui. D'accord. Absolument cool. Je vais Tu sais, comme il me disait souvent, il dit la méditation, c'est pas de se croiser les jambes, puis de se lever les mains au ciel, puis faire du yoga exhibitionnatoire, tu sais, avec une vie. Exhibitionniste. Exhibitionniste. Il dit, tu peux faire ton yoga en te promenant dans le métro, si tu veux. Oh, bien sûr, tu peux faire de la méditation. C'est mental, tu sais. Oui, c'est une attitude. L'attitude de relaxation totale. Avant de conclure cette vidéo-là, Georges, je vais en montrer 2 autres à l'écran. Celui-ci, les poètes du Carré Saint-Louis. Oh, celui-là, au Bugeaud, il s'est pas levé le matin pour prendre des photos avec tout le monde. On l'a remplacé par un manœuvre de la ville qui balayait
des feuilles mortes. On va le montrer à l'écran. On reconnaît ou on reconnaît pas, en fait, Gilbert Langevin, Pierrot Léger et Robert Lalonde, mon père. Alors, Georges, tu as fait cet article-là, qui est un bon article aussi. Et celui-ci, La poésie à la portée de tous, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est plus qu'à la portée de tous, c'est dans un monde moderne, tu sais, où il y aurait l'aide de certains robots pour aller plus loin que tu l'as jamais été quand dans tes explorations internes, tu sais. Alors, c'est ça ici. La poésie se fait objet de consommation. Alors, il y a la boîte où on a enfermé de l'oxygène dedans. Hein? Le premier poète, en haut, c'est Geoffroy. Oui, L'autre, c'est celui qui a fait la canne de poésie, là, tu sais. oui. Roger Soublière. Soulière. Oui. Puis, y en a-tu d'autres en photo? Et Jacques Cléroux. Clérou? Oui, Ah, on non. va. C'est on va- parmi les illustrateurs, ça. Ok, on va conclure là-dessus, Georges, pour pas que notre vidéo soit trop longue. On est déjà rendu à 16 minutes. Je crois comprendre que tu as le projet, peut-être, de rassembler tous ces textes publiés dans Perspective. Oui, qui ont une bonne idée de comment foncer vers l'avenir, tu sais. Et Se libérer de toutes les entraves pour pouvoir vivre en paix avec toi-même, mais dans un contexte social, tu sais, en respectant les autres et en les aidant aussi à aller plus loin, comme les poètes le font aujourd'hui, tu vois, à l'époque des années 70, entre autres. mais moi, j'ai l'impression que les poètes d'aujourd'hui, c'est plus des carriéristes que des idéalistes. Oh ben là, j'ai perdu contact avec eux autres. Me semble-t-il, ils semblent être très... ils sont organisés, là. Ils sont organisés Oui, mais quasiment comme des tout un PME. groupe, ça, qui a travaillé très fort pour sortir de l'ombre, tu sais. Ouais. Ils occupent des positions, là. Là, ils sont peut-être ben, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis ils sont peut-être tous morts, les gens des matinaux, par exemple. Les gens de Ouais. Mais eux, la c'était file des... indienne. Ouais, mais eux, c'était Les des... Béartas magnifiques, C'était là, des- de c'était- Beauvreau. Ouais. Mais eux, c'était des pionniers. Moi, C'est je des parle... pionniers dans leur temps, mais ça, c'est en 1925-30. Ben, dans le cas d'Erta, c'est après-guerre. Bon, c'est 1952, 1953. Pas la guerre? Avant la guerre? Erta, non. C'est Giguère qui a fondé ça, hein? Oui, c'est Roland Giguère, je pense. Ça doit être 52 ou 53. Ouais. Peut-être 54 tout au plus, là. Il y a eu quand même, tu sais, Alain Grandbois, en Hébert. Oui. Oui, c'est des gens très importants. Guy Lahaye. Oui, ce sont des grands poètes, mais ils faisaient pas carrière, il me semble, comme ceux Non, à d'aujourd'hui. cette époque-là, ils ne faisaient pas carrière. Mais à un moment donné, ils se sont formés pour pouvoir se publier eux-mêmes en fondant des maisons d'édition, Oui. important de l'Hexagone, Oui, d'abord du jour, puis tout ça. Et puis, là, ils sont devenus un peu administrateurs de leur poésie, tu sais. Puis des fois, peut-être le côté administrateur a pris le dessus, par-dessus ils ont sauté un petit peu, par-dessus le côté de la création. je dirais aussi le côté respectabilité sociale. Parce que tu as bien des poètes aujourd'hui qui sont des professeurs d'université. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut vivre dans la misère et la Non, totale marginalité. je comprends. Passer 40 ans, là. C'est vrai, c'est très difficile. C'est même presque impossible. Sauf que ça donne, en tout cas à mon avis, une poésie formaliste, presque vidée de son sens. Ça donne une poésie qui n'est pas magique, qui donne pas le goût de vivre, presque. C'est... Enfin, je veux pas juger avec autant de sévérité toute la production poétique actuelle, mais je sens pas de risque, je sens pas d'une aventure intégrale. C'est sûr que dans les poètes du Corée Saint-Louis, c'est symbolique. Le Corée Saint-Louis, c'est un monde en soi qui était libérateur, tu sais. Tout le monde voulait se libérer de la religion, de l'indiscipline sociale. Oh, excusez mon Parkinson. Là. De la discipline sociale, tu l'as La dit. discipline sociale, ouais. Mais aujourd'hui, on va conclure là-dessus, Georges. Si on avait à se libérer, là, on se libérerait de quoi? Mais c'est difficile, on s'est libéré de tout. On n'a plus à se libérer? Mais on a à vivre libre. Comme Chapdelaine le disait, tu sais. Moi, je suis un disciple de Chapdelaine, comme disait Chapdelaine est peut-être un disciple de moi-même. Je sais pas, moi. T'es sûr. Vous êtes influencé. On s'est influencé. J'avais beaucoup de respect pour Chapdelaine parce que il y avait des désirs un peu fous pour l'époque, tu sais. Faire le tour du monde en bateau.
il quêtait, il donnait des photos de son bateau pour un échange de 30 sous ou quelque chose du genre, pour se ramasser de l'argent pour faire le tour du monde. Il n'arrêtait pas de créer des aspects sociaux pour se libérer lui-même à partir de ça. Un coup, tu es libre en mer sur ton bateau tout seul, tu peux méditer, tu as le temps. Hein? Il partait seul? Ben, il me semble, oui. Il devait partir seul. Mais il s'est ramassé chez Aurobindo, qui était pour lui la place la plus, le meilleur endroit pour vivre librement, tu sais. Puis pouvoir, il me disait, lui, il donnait des cours de céramique un tiers de son temps. Il méditait, puis enseignait aussi un petit peu, tu sais. Alors, sa journée était divisée en 3 tiers, 3 parties d'un tiers chacune, plus la partie de sommeil, c'est qu'on compte pas là, ici. Mais c'était pour atteindre une espèce d'esprit poétique général qui le libérait encore plus qu'il était là par la pratique de l'écriture. Tu sais. L'écriture, c'est pas là pour s'amuser, tout simplement. C'est là aussi pour aller foncer plus loin dans l'expertise de la conscience libérée. Je suis tellement fatigué, je ne sais plus choisir. C'est un outil. De toute façon, tout ce qui est mauvais dans mes textes vient de Bruno Lalonde. Ah, c'est ça, mets-moi ça sur le dos. Tout ce qui est bon, ça vient de moi. C'est une chance. Je suis là pour prendre toutes les reproches. Bon, ben, on conclut là-dessus. C'était dans la bibliothèque de Georges Raby. Nous étions à Montréal le 28 octobre 2016, en compagnie de Georges Raby. Mon nom à moi, c'est Bruno Lalonde. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques et poétiques. Avec perspective. Ouais, Background. avec perspective. Québec, sait-il faire? Ah, c'est pas moi qui ai écrit ça.